parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Tous les matins, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez en région. Vous nous écoutez du côté de Farana sur Bambou FM. Eh bien, Fraternité FM relaie cette émission du côté de Mamou. Vous nous écoutez dans ces localités. Merci à nos radios régionales du côté de Zérekoré sur 99.7. Même fréquence à Kindia. Je vous écoutez à Bokeh 99.7 également en modulation de fréquence. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Cancan. Là, vous nous écoutez sur 99 en modulation de fréquence. Mesdames et messieurs, merci à vous tous à l'international. Cette émission est interactive, évidemment, via les réseaux sociaux, entre autres sur Twitter, le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également là aussi, chez Orange. GG au 8037. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Le paysage politique guinéen est-il réellement en recomposition? Jacques Lewa pose cette question ce matin. Depuis la semaine dernière, une nouvelle coalition de partis politiques a été présentée donc à la presse. C'est la coalition pour le progrès et la démocratie. À la tête, Dr Ousmane Kaba, président du parti de l'espoir pour le développement national PADES. La coalition donc se fixe pour objectif la promotion de la démocratie et des valeurs d'unité et de paix dans le pays. Ce n'est pas donc une première, on le sait très bien, qu'on met tout naturellement en avant. C'est une préoccupation parmi tant, mais les mêmes acteurs se retrouvent toujours au cours donc de tout le processus. Comment la COPED, c'est le nom, comment la COPED donc compte procéder concrètement pour réaliser ses ambitions? Une question se posait ce matin chez les GG. Le président du PADES, leader donc de cette nouvelle coalition, Dr Ousmane Kaba, un autre invité. Il répondra évidemment aux questions des GG ce matin. Mesdames et messieurs, d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG avec Tamba Zakari Midimono. Tamba, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Jacques Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mais sauf que moi, j'ai pas pu te souhaiter joyeux anniversaire. Et j'étais très occupé. Alors je dis joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Malheureusement, j'ai pas une voix qui peut bien chanter. Voilà. Mais je vais m'efforcer. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Daouda Mohamed Kamara, toujours original. Antoine, oui, le tonitruant, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. On est tous en costume ce matin. Ça se voit là que le week-end a été intéressant. Antoine. Mais Lamine, je parle des routes. Les routes, il faut qu'on en parle parce qu'il y a un pont qui a lâché à Caporo. Oui. C'est une fausse ouverture, c'est important que je le dise. Bien. Ça cause des problèmes. Le pont a lâché entre Caporo et je crois c'est Kipé, mais ça cause des embouteillages mais terribles. Depuis le week-end, énorme, hein. Des citoyens ont fait des heures dans les embouteillages. Entre Caporo et Lambani, les gens y ont passé presque 3 ou 4 heures de temps, juste parce que et à la réparation qui est en cours. Je me dis qu'il serait important que le ministère des TP, avec à sa tête cette dame, les grandes gueules, Madame Diaby, je me dis qu'en nous apprenant que les travaux sont en cours pour la réhabilitation. Il y a quand même une communication là-dessus, mon cher Antoine. Voilà. Parce que tu es râleur, je te laisse venir. Jusqu'à ce que tu te casses les dents. À ce niveau, tout va bien. Mais il y a une communication quand même là-dessus. Il y a eu une communication. Jusque-là, ça va. À ce niveau, ça va. Caporo, les travaux sont en cours. Il y a eu des embouteillages. Ça, c'est un cas. Mais il y a le cas de Matoto. Le colmatage a commencé à nouveau. Il y a du colmatage qui est en cours du côté de Matoto. Mais Matoto, là où vous passez tout le temps pour venir à... Mais non, j'ai pas vu. Je parlais d'Anta. Matoto. Je te parle de Matoto, le carrefour. Entre Matoto et Sangoya, on a recommencé le colmatage. On a encore mis des couches de goudron, de bitume sur celles existantes. Antoine. Attendez que je finisse la mine. Si Naïté a été appelé le ministre béton, parce que lui c'était des goudrons en béton. C'est Omo qui a commencé. Non, Naïté a continué parce qu'il en a fait de plus belles. La plupart de nos carrefours sont en béton grâce à Naïté. Mais ça, son successeur. Bon, sa successeur ou son successeur. Vas-y, prends tout ce que tu veux. La dame qui l'a remplacée, Madame Diaby. les grandes gueules. Elle est venue, c'est bien beau ce qu'elle fait, à vouloir réhabiliter nos routes, mais sauf qu'à Matoto,
Mais c'est un éternel recommencement. Chaque année, on y met des bitumes qui ne tiennent pas la route. Le constat que je fais... Matoto, Antoine? Mais attendez, il n'y a pas de Matoto quand même, parce qu'ici, il n'y a pas de boulot, là. Je constate que... Non, mais quand même, là. Malheureusement... Je comprends la mine. Si, il y a eu des travaux, mais... Nous autres non, s'il te plaît. Nous autres qui conduisons, nous faisons le constat. Mais je comprends que vous ne conduisiez pas, mais ne faites pas le constat. Nous qui conduisons, constatons que depuis une semaine... Mais des travaux sont en cours à Matoto, la mine. Il y a des trous qu'on a fermés. Quand même, il y a des machines, il y a de grosses machines. On a déplacé tout l'appareillage des TP pour venir stocker à Matoto. Il y a au moins 10 machines qui sont postées là depuis 10 jours, qui sont en train de colmater la route. À ce niveau, vous allez constater que depuis ce matin, la route est lisse. Juste pour quelques jours, parce que dans quelques jours, vous allez constater qu'il y aura de nouveau des petits trous qui vont se créer à ce niveau, parce que on ne prend pas le soin de faire des routes qui durent. Alpha Condé nous a promis qu'on aura des routes dignes de nom. Que dans quelques années, la Guinée ne sera pas comparable aux autres pays au regard de la qualité de nos routes. Sauf que depuis 10 ans, mais on n'a pas de route de qualité en Guinée, la mine. Tout ce qui se fait, c'est des bricolages. Il n'y a pas de sérieux dans ce qui est fait. Malheureusement, encore une fois à Anta, les mêmes choses sont en cours. Il n'y a pas de concret, malheureusement. Et c'est le constat triste que je fais ce matin. Merci beaucoup, Antoine Kourouma. Évidemment, Madame Hiro, bonjour. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. Allez, mon cher Jacques, oui, Tamba, on s'intéresse évidemment à cette enquête. Éducation, ce que révèle donc l'audit des examens de 2020, mon cher Tamba. C'est peut-être une première, ou du moins avec un tel sérieux, une méthodologie bien élaborée, une démarche plus ou moins scientifique et consistante pour évaluer la façon dont, dans l'entrée vers les examens de 2021, pour évaluer la façon dont les examens de 2020 se sont déroulés. D'accord. Pour apprendre de ce qui a pu être raté, pour apprendre de ce qui a pu réussir, et comment tout ceci peut inspirer le déroulement des examens de 2021. C'est un peu cette démarche qui a été engagée. Mais comment y parvenir? Alors, au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, pour rappeler qu'il s'agit finalement des examens d'entrée en 7e, le CEE, le BEPC, donc entrée au lycée, et puis le baccalauréat. Mais c'est d'abord quoi les objectifs, mon cher Tamba? Justement, les objectifs de ce travail-là, de cet audit. Il s'agit d'abord de relever, avec un certain niveau de fréquence, les lacunes que l'on a pu observer dans le rendu des copies d'examen livrées par les élèves. Pour ainsi apprécier le niveau de compréhension des cours à l'aune de l'achèvement des programmes ou pas. Donc le premier élément, c'était de relever ces lacunes au niveau de certaines matières, comme les matières les plus en vue, comme calcul écrit, dictée, question, rédaction pour les classes de primaire et de secondaire, première partie de secondaire, ensuite de mathématiques, de physique, de chimie, de biologie, de géologie, pour les autres classes suivant bien entendu les spécialités mathématiques, expérimentales, sciences sociales, y compris sciences sociales et expérimentales de franco-arabe. Donc c'est un peu un travail général qui a été conduit là-dessus. Le deuxième niveau, c'était de pouvoir, grâce à ce premier travail d'évaluation, d'observation et d'appréciation du niveau de maîtrise et donc des lacunes, d'informer les responsables pédagogiques liés à l'enseignement initial pour leur dire, tenez-vous bien, voici les performances de vos élèves par rapport au programme qui sont déroulés, voici leurs forces, et aussi questionner la qualité du personnel encadreur pour voir si il faut faire des efforts à ce niveau ou pas du tout. C'était donc une deuxième perspective. Et puis une troisième perspective, c'était de pouvoir établir une corrélation entre les réussites et les échecs, et finalement les déterminants justement et les causes qui ont pu amener ou pas des élèves à échouer ou à réussir. Donc déterminer les causes de l'échec et de la réussite, un troisième objectif. Et puis le tout dernier, justement, c'était de proposer des pistes d'intervention aux professionnels de l'éducation. C'était entre autres viser. Et aussi, il faut quand même le rappeler, tout ceci s'organise dans la perspective
des examens à venir. Exactement, de 2021. Ouais. Donc l'idée, c'était un peu d'éclairer la démarche du ministère de l'administration, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation par rapport aux examens en cours. Voilà. Donc sur les objectifs, c'est bien cela. Justement. Alors la synthèse des constats, mon cher Tamba. En effet, beaucoup de choses à apprendre. Ouais, parce qu'on a horreur un petit peu aux chiffres ici. Beaucoup de choses à apprendre, Lamine. Oui. Ce que l'on peut voir d'entrée de jeu dans ce rapport-là, parce qu'il s'agit de documents d'autour d'une 80aine de pages. Une 80aine de pages avec pas mal de spécifications sur les classes de sciences sociales, sur les classes d'expérimentales, les classes de mathématiques, sur les classes de 10e et puis de 6e année de CM2 donc, comme on a l'habitude de les appeler. Mais sur une période d'environ 10 ans. 2011 à 2020. Ouais. C'est le premier volet des constats. Pour mesurer un peu la progression des réussites et des échecs. Aussi bien sur les chiffres globalement pris que sur leur éclatement. Le détail qui pourrait exister sur les domaines où les élèves ont fait le plus de performances ou pas. Mais ce qu'on peut apprendre rapidement sur cette échelle de 10 années, c'est que les classes de BEPC sont en souffrance au niveau des examens nationaux. Ça, c'est une première chose à retenir. Parce que la moyenne sur les 10 années, c'est un peu un cumul, donc un taux moyen de réussite de 36% au BEPC sur les 10 ans. Comparé par exemple à l'examen d'entrée en 7e année, il est de 56% sur les 10 années. D'ailleurs, il y a des années où nous sommes allés jusqu'à 61%, d'autres à 59%. Mais quand vous mettez tout ceci ensemble, vous avez un taux moyen de réussite de 56% pour les classes d'entrée en 7e année. Et puis, une autre catégorie en souffrance, c'est bien le baccalauréat. Le baccalauréat sur la même période, alors le taux moyen est de 44%. Et donc, voici un peu la situation des statistiques relevées. Et comment tout ceci a pu être rendu possible? Je disais tantôt, la méthodologie a bien fonctionné. C'est simplement par cumul des résultats sur toutes ces années grâce au concours du service examen, sans oublier bien sûr qu'un comité technique d'évaluation et d'audit de ces copies-là a été mis sur pied. Et comment, concrètement, pour avancer en une phrase, par exemple, pour conduire cet audit-là et tirer des unités de sens, comme on dirait en classe de littérature, tirer des enseignements. Ce qu'on a fait, c'est que pour les classes, par exemple, de 6e année, on a dit, on va prendre des extrêmes. Les élèves les écoliers qui ont obtenu, par exemple, 3 de moyenne ou en dessous, parce que là-bas, la moyenne, c'est sur 10, 3 de moyenne ou en dessous, on va prendre en compte leur copie. Et on va prendre sur l'autre extrême les écoliers qui ont obtenu 7 et plus. Enfin, un peu plus de 7. Donc, à partir de 7, tout ce qui est supérieur, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a eu des moyennes, par exemple, de 9 sur 10. Les grandes gueules. En 7e année. Donc, on prend les deux pôles et puis on examine toutes les copies de ces écoliers. Et sur cette base, il y a des leçons, des tendances que l'on peut retirer, des enseignements extrapolables donc généralisables à la population d'ensemble concernée, en l'occurrence ceux qui ont fait l'examen d'entrée en 7e année. Voilà, et vous avez des chiffres ce matin en ce qui concerne les statistiques. Sur l'entrée en 7e année. Sur l'entrée en 7e année, on va commencer par saluer cela. 2020 n'a pas été une mauvaise année. Ça n'a pas été une mauvaise année, même si on pouvait faire mieux, parce que le taux de... Malgré les grèves pour l'entrée en 7e année, les grandes gueules. C'est le meilleur score pour 2020, parce qu'on a jusqu'à autour de 56% du taux d'admission pour l'an dernier. Et ça, on l'avait déjà évoqué d'une certaine manière. Mais il y a quelques informations intéressantes parce qu'elles ont des incidences et induire de la réflexion, notamment sur les questions de budget, d'allocation budgétaire et surtout de gestion du budget des examens nationaux. Vous vous rappelez,
que ça fait beaucoup de polémiques sous Ibrahima Kourouma. On se posait la question, mais comment est-ce que le budget des examens il est géré? Kao Carré est arrivé, il nous a dit, écoutez, j'ai pu reverser au trésor. Les grandes gueules. Il y a plutôt une marge et que j'ai pu reverser au trésor une grande quantité d'argent, quelques milliards de francs guinéens. On s'en souvient encore. Premier élément important à relever, c'est que pour l'année dernière, l'examen d'entrée en 7e pour 2020, avec 239 187 candidats, vous avez près de 20 000 qui se sont absentés. 20 000, c'est quand même beaucoup pour un seul examen. Et donc, sur les 200 et quelques mille que j'évoque, il y a 20 000 qui se sont absentés. Ça fait un total, il faut quand même retenir ce chiffre-là, ça fait un total de 800 surveillants qui sont restés inutilisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Pardon. 1320. Non, je parle du BEPC. Du BEPC. Ah, d'accord. BEPC, 800 étudiants. Non, il a... Pardon. C'est bien de... Allez-y. Les grandes gueules. Voilà, donc c'est autour de 1320, c'est donc 1320 surveillants, Antoine avait bien raison, qui n'ont pas été utilisés. Pour l'entrée en 7e année. Pour l'entrée en 7e année, justement. Voilà, c'est bien cela, 1320 surveillants qui n'ont pas été utilisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour aller à l'examen, on élabore un budget, des prévisions bien précises pour dire, sur la base des effectifs d'écoliers que nous avons, voici le nombre de surveillants qu'il nous faudra. C'est quand même ça. Et donc, on arrive aux examens. Ce que cet audit nous permet de constater, c'est qu'il y a jusqu'à 1320 surveillants qui n'ont pas été utilisés. Faisons un petit calcul simple. D'ailleurs, on pourra le faire vers la fin. Vous allez voir qu'à minima, un enseignant par jour d'examen touche 100 000. À minima. Les grandes gueules. On a vu des cas, par exemple, au baccalauréat où c'est plus. On parlait de 300, 400 000 jours. À un moment, ça fait beaucoup de bruit. On entendra certainement le ministre Bano qui nous dira ce qu'il en est. Mais au-delà de cela, quand vous avez ce nombre, les 20 000, parce que presque 20 000, parce que pour être précis, il s'agit de 19 789 écoliers, ça correspond à 800 salles de classe. C'est de cela qu'il s'agit. Enfin, 600 salles de classe. Et les 600 salles de classe, vous savez, dans l'examination de 2020, il fallait trouver des kits, c'est des seaux, il fallait trouver du gel, il fallait trouver du savon. Tout ceci, c'est un petit tabouret de topaz là avec le seau, on met de l'eau dedans et du savon pour se laver les mains. Quand vous quantifiez tout ça, c'est de l'argent qui vient en reste. Et sur ces questions-là, on pourra bien sûr poser la question au ministre de l'Éducation nationale pour savoir qu'est-ce qu'on en a fait. Est-ce que l'argent est revenu en caisse ou est-ce qu'on l'a réaffecté à d'autres charges? C'est une des questions qu'il faille se poser. Plus loin, ce qu'on observe avec cet examen-là, d'entrée en 7e, avec l'examen d'entrée au lycée, donc le BEPC, et avec le baccalauréat, la mine, toutes les notes des élèves et écoliers ont été surévaluées. Au moins de 2 points. Au baccalauréat, au brevet d'ailleurs, on est parfois allé jusqu'à 5 points de plus. Mais il y a quelque chose que l'on apprend dans ce rapport. C'est que la note que l'on appose sur la copie de l'élève, vous trouvez sur la fiche de centralisation que c'est passé de 5 à 7. Maintenant, entre la centralisation et la base de données centrale du ministère de l'Éducation nationale, vous trouvez encore qu'il y a un décalage entre la note de centralisation et la note finale que l'on attribue à l'élève. En sorte que vous pouvez être parti de 2 et vous retrouvez à 7 au final. Oui, c'est ce que ce rapport nous apprend. Comment ce dysfonctionnement est possible? Écoutez, il faut déjà commencer à voir aux correcteurs qui vont rajouter une note comme ça par bonne générosité pour aider l'élève qui a souffert. Les grandes gueules. Ensuite, au niveau de la centralisation, parce qu'il y a un comité de centralisation, un secrétariat de centralisation. Voilà, un secrétariat de centralisation. Eux aussi, ils rajoutent un peu. Non, il ne faut pas fatiguer nos enfants. Donc, on ajoute. Maintenant, entre-temps, est-ce que ce n'est pas des gens qui vont appeler il y a mon fils qui a fait l'examen, est-ce que tu peux m'aider à augmenter, à faire grossir un peu? En fait, c'est des notes qui grossissent comme ça. À la fin, au niveau de la base de données, il y a encore une majoration. Là, ça pose clairement la question de la fraude et de la crédibilité des enseignants. Mais on va aller très très vite parce que, enfin,
avec tous les autres. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Lamine, au niveau de l'examen d'entrée en 7e, il y a une chose qui nous a frappé à la lecture de ces rapports-là. Ouais. C'est qu'il existe des notes identiques en fonction des centres. En calcul, par exemple, en calcul écrit, pour les écoliers donc de 6e année, pour 9 centres de la République de Guinée, les notes sont identiques pour tous les écoliers. Wow. Pour 9 centres, les notes sont identiques. On se pose la question, mais comment ça s'est passé? Alors, en dictée et question, pour 16 centres, les notes sont totalement identiques. Ouais. Et puis en rédaction, 15 centres se retrouvent avec des notes identiques pour tous les écoliers. On se pose quand même la question, 9 centres pour calcul, 16 centres pour dictée et question, 15 centres pour les rédactions, pour l'épreuve de rédaction. Vous trouvez tous les élèves qui ont passé par le centre sortent avec la même note. Ouais. Ça, c'est quand même... ouais, c'est curieux. Mais ce qu'il faut louer, par ailleurs, c'est que pour une fois, ça vient du ministère de l'Éducation nationale qui souligne ça. Et donc, c'est à lui qu'il faille poser des questions pour savoir, mais comment on en arrive là? Parce que là, on est vraiment dans une série de constats. Et c'est d'ailleurs la remarque qu'on peut faire à la lecture de ce rapport pour dire... Ça, on ne peut pas s'arrêter là. Ouais. Il y a des éléments pour lesquels on n'a pas une explication objective pour l'heure. Il faudra certainement prévoir un autre travail d'enquête et d'examination de tout cela pour parvenir finalement à des conclusions sur lesquelles on va asseoir une réponse pour faire face à ces choses-là. En allant très vite, sur le BEPC. Pour le BEPC, le baccalauréat, le BEPC, ce sont 800 surveillants qui n'ont pas été utilisés. Ouais. Au baccalauréat, ce sont 588 surveillants qui n'ont pas été utilisés. Ça, c'est des éléments à prendre en compte. Et puis, au niveau structurel, il faut quand même prendre en compte que 68% des candidats au brevet, enfin des élèves candidats au brevet sont de Conakry, enfin pour la ville de Conakry, sont du privé. 68% sont produits par le privé. Ça un peu vous dire dans quelle proportion le privé est en train de progresser au niveau de l'éducation nationale sur notre territoire, et c'est plutôt valable même pour d'autres niveaux. Et puis, même constat au brevet et au bac sur la surévaluation des notes, et ça c'est pour tous les candidats. D'ailleurs, au baccalauréat, si pour les autres on est à 100%, au baccalauréat il y a eu un petit recul parce qu'on est à 92% de surévaluation des notes. Les élèves se retrouvent à obtenir sur leur note finale plus que ce qu'ils ne méritent. Et il est vrai qu'il y en a aussi qui n'ont pas eu autant qu'ils méritaient. Il y a eu une sous-évaluation du travail des élèves. Ça a été remarqué. Et puis, Lamine, il y a quand même une chose qu'il faut dire, et ça, il faut que le ministère travaille là-dessus. Cancan, à Cancan, donc dans la ville de Cancan, 70% des copies sont identiques. Waouh. Au BEPC. Dans la ville de Cancan, 70% des copies sont identiques au BEPC. Ça, c'est grave. C'est assez grave. Absolument grave qu'on vous dise pour la ville de Cancan, 70% des copies qui sont identiques. Le ministère a pris quand même sur lui de le relever. Je termine rapidement en disant que il y a une forte corrélation entre le centre qu'on a fréquenté et le taux de réussite aux examens nationaux. Ça, c'est quelque chose qu'on peut relever. C'est le cas notamment à Matoto, où il y a plus de 4 centres qui viennent comme ça avec des scores, j'ai envie de dire des scores à la soviétique, des scores de réussite à la soviétique. Et puis à Sigiri, où vous avez quand même le plus haut score, le plus haut taux de réussite au baccalauréat. C'est avec 92% d'admis au baccalauréat. Ça, c'est arrivé à Sigiri. Là-bas, il n'y a pas de bête. Tout le monde est intelligent. Je termine en disant tout simplement que sur les surveillants inutilisés, quand vous faites un peu la somme, les examens vont souvent sur une semaine. Je crois que c'est 6 ou 5 jours, je ne sais plus. Mais nous sommes partis sur une estimation que pour 3 jours. Prenez par exemple tous ces enseignants qui n'ont pas été utilisés. Leur somme fait 2708 enseignants inutilisés. Si vous prenez 100 000
par enseignant multiplié par 3 jours, vous vous retrouvez avec un montant de 812 400 000 francs guinéens. Imaginez que ça s'étende. Ouais. Non, moi j'ai pris que sur 3 jours. Ouais. Imaginez que ça s'étende sur les 5 jours. Imaginez de prendre en compte que le montant peut aller jusqu'à 400 000. C'est carrément ce montant que l'on vient de donner multiplié par ce que vous savez. Et puis des constats qui restent donc à creuser pour mieux comprendre pourquoi dans tel domaine il y en a qui sont, par exemple, à l'AB, je crois au brevet, les élèves sont meilleurs que toute la République en français, en langue française, mais ils sont aussi, pour la région, parlons comme ça, les plus nuls en mathématiques. Donc, ce sont des éléments... Oui, c'est ce que l'examen dit. J'ai bien compris. Et donc, c'est des choses qu'il faille creuser un peu plus profondément pour obtenir des tendances qui puissent instruire la décision politique. Voilà, ça a creusé et savoir. Voilà, parce que, tout simplement, les matudes avec les chiffres, c'est autre chose. Allez, vous êtes chez les GG. 24 heures sur 24, au cœur de la Guinée profonde. Radio Espace. Radio Espace. C'est la Guinée. Tous les matins également sur Espace TV en simultané. Merci de nous rejoindre dans cette émission, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Sous les coups de 10 heures, nous allons prendre quelques messages, évidemment, si vous le voulez bien. Madame Hiro, on a suivi cette exposition de Stamba Zakari Milimono. Un brillant exposé par rapport aux chiffres que nous avons ce matin, qui quand même pourrait faire bouger les lignes dans le domaine de l'éducation par rapport aux examens, surtout si on essaie d'y remédier. Parce que au niveau des objectifs, je pense que les choses sont claires. On parle de déterminer la fréquence des lacunes par discipline. Chaque discipline, qu'on essaie de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est où le point faible, qu'est-ce qu'il faut améliorer. On parle d'informer les responsables de la formation initiale. Parce que vous savez, au niveau de l'éducation, il y a souvent des formations qui sont organisées pour les enseignants. On parle d'expliquer la réussite et l'échec des élèves. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu, par exemple, beaucoup plus d'échecs du côté de l'AB, dans telle discipline, dans telle option ou telle autre. Je pense que les objectifs sont bien clairs. On parle, enfin, de proposer des pistes d'intervention dans le cadre de la formation continue des enseignants. Sauf qu'il y a, par exemple, un point, je pense qu'il faudrait ajouter. Par exemple, les manquements qu'il y a. Est-ce qu'il faut mettre un point sur une certaine coercition, sur par exemple un jugement qu'il faudrait faire pour des personnes qui auraient été reconnues coupables de quelque chose. Je pense qu'on aurait pu ajouter ce point parce qu'on a vu l'année dernière des surveillants quand même qui ont été arrêtés avec beaucoup de téléphones, des sacs... Des surveillants Les grandes gueules. Des sacs de téléphone, Lamine, et plusieurs sacs, pas un seul sac. Des sacs de téléphone, des téléphones qui ont été pris dans les différentes salles de classe, dans les différentes salles d'examen. Je pense qu'on aurait pu ajouter ce point-là. Peut-être qu'on s'est beaucoup plus focalisé sur les disciplines, sur la façon dont les choses se passent dans les différentes salles de classe. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que Tamba l'a dit, c'est une première. Alors, le mieux serait que vraiment on puisse s'en servir, qu'on ne fasse pas comme on le fait le plus souvent dans notre pays. On fait des audits, on finit, on ne tire pas les leçons, on n'applique pas les leçons tirées, les recommandations qui ont été faites sur les prochaines évaluations pour aider les choses à aller de l'avant. On met les résultats des audits dans des tiroirs. Ce serait dommage qu'on le fasse ainsi parce que c'est un travail qui a été fait. Je suppose qu'il y a eu des fonds qui ont été débloqués pour le faire, mais en même temps, c'est pour aider à améliorer la qualité de l'enseignement, la qualité des examens, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas, qui ne marchent pas en ce moment. Quand on parle de la surévaluation, par exemple, des notes, qu'est-ce qui se passe? Normalement, je pense que les sanctions doivent tomber parce que c'est bien de faire... En même temps, Lamine, c'est vous dire à quel point le niveau de l'enseignement a baissé. C'est-à-dire les gens qui sont là, qui surveillent, qui corrigent, ils se disent non, on ne peut pas faire partir une telle note. Parce que peut-être que il y aurait beaucoup trop d'échecs. Mais pour quel intérêt? Mais en même temps, quand on fait ça, on n'aide pas les enfants. On n'aide pas les enfants parce qu'ils vont passer avec une moyenne. Ils ne méritent pas. Ils n'ont pas mérité leur examen justement parce que vous avez surévalué, vous avez mis une note qu'ils ne méritent pas. Je pense qu'il faut mettre la note qu'il faut pour qu'en Guinée, on puisse se rendre compte à quel point on a touché le fond dans le domaine de l'éducation. Il suffit juste de parler avec quelques enfants, Lamine. Dans les différentes écoles aujourd'hui, c'est le laisser-aller. Surtout avec la prolifération des écoles privées, c'est les parents qui décident. Je veux dire, c'est les plus offrants qui décident. Au niveau des écoles, il n'y a plus trop d'exigences. Parce que quand vous partez dans quelques rares écoles, vous voyez où on impose vraiment des règles strictes, où l'enfant, par exemple, ne vient pas sans chaussures fermées, ne vient pas avec la tenue qu'il faut en la matière. Après 8 heures,
ils n'entrent pas, ils n'accèdent pas à la cour de l'école. Elles sont peu nombreuses aujourd'hui, ces écoles-là. Ouais, jusqu'à 9h, vous pouvez voir la rigueur. Il y a moins de rigueur. Ouais. Je pense que ça devrait nous permettre de tirer des leçons, en même temps d'appliquer cela sur toutes les écoles de la République, pas seulement dans les écoles publiques, mais aussi dans les écoles privées. Le fait qu'aujourd'hui, on se rend compte à quel point le niveau a baissé. Avant, il y avait plus de formation dans les écoles publiques. Ouais. Peut-être que beaucoup d'entre nous ici, ils sont peut-être peu nombreux, mais Lamine, vous et moi, on a étudié dans des écoles publiques. Ouais. En ce moment, il y avait une certaine rigueur. Je ne sais pas pour les Tamba et autres, parce qu'ils sont plus jeunes, mais je pense que... je vous jure, calme-toi. Je veux lui dire que j'ai fait l'école publique. Bien. Oui. L'école publique. En plus, à l'intérieur du pays. Comment il insiste? Non, l'école publique. Oui, on a compris, Tamba. L'université. On a compris. Publique. On a compris. Oui, merci. Voilà. Mais il y en a qui ne l'ont pas fait. Et je pense qu'il faudrait qu'on revienne au système d'antan, qu'on évalue à partir de la 3e année. Lamine, à partir de la 3e année, on évaluait en lecture et en calcul. Si vous ne saviez pas lire, vous ne passiez pas en 4e année. Ouais. Si vous ne saviez pas calculer, vous ne passiez pas en 4e année. Je pense qu'il faut revenir à ce système-là, ne pas regarder ce que pensent les parents, mais voir le niveau de l'enfant. Ouais. Vous voyez des parents qui ne pensent même pas au niveau de leurs enfants, qui viennent vous demander pourquoi vous avez rétrogradé leur enfant. Bien. Pourquoi on se poserait une telle question? Dites aux parents, soit ils gardent son enfant dans votre école en suivant les règles en la matière parce que vous voulez une formation, mais si vous voulez de l'argent, vous écoutez le parent et non les règles qu'il faut appliquer. Voilà, Madame évidemment. Allez-y, mon cher Daouda. Des règlements, je n'arrive pas à comprendre en fait. On donne des chiffres et du côté de la centralisation, c'est tout autre chose. C'est juste incroyable. Oui, c'est tant que vous n'êtes pas passé par l'enseignement, vous ne comprendrez pas ce qui se passe dans ce secteur. Aujourd'hui, il y a un problème. C'est que celui qui doit demander à l'enfant de prendre conscience de sa situation, lui-même n'est pas en train de prendre conscience de ce qu'il est en train de commettre comme faute sur l'enfant. Aujourd'hui, dans les écoles privées le plus souvent, c'est l'argent qui parle. Ce n'est pas, Madame Yoro l'a dit, ce n'est pas la rigueur qui parle. Aujourd'hui, n'importe qui peut enseigner. Ou n'importe qui enseigne. Est-ce qu'il peut enseigner? Mais n'importe qui enseigne aujourd'hui. Pour celui qui passe par exemple par des cours de pédagogie pour être apte à enseigner, il vous est enseigné la psychologie de l'adolescent. Prenez les statistiques qui sont données ici. Le taux moyen de réussite au CEE, taux moyen de réussite au BEPC, taux moins de réussite, vous trouverez que au niveau du BEPC, le taux il est plus faible. Quand au CE c'est 56%, BEPC c'est 36% et au bac c'est 44%. Vous comprendrez tout de suite que on doit prendre en compte ce niveau du BEPC parce que l'enfant est à l'âge de l'adolescent. Il est exposé à tous les dangers. Et pour un enseignant, la période Lamine, c'est important de préciser que c'est sur 2011-2020. La période entre 2011 et 2020. C'est 10 ans. 10 ans. Oui, le travail il est fait. Le travail a pris en compte. Mais celui qui a enseigné par exemple avant 2011, c'est quoi la réalité dans les écoles. Vous avez enseigné avant 2011, vous savez la réalité dans les écoles et vous savez bien que 36% dont on parle aujourd'hui entre 2011 et 2020, c'était le même taux avant aussi. C'était le même taux. C'est vrai. C'était le même taux. Ça n'a pas beaucoup évolué. Ça n'a pas beaucoup évolué. Il y a même des taux permis, il y a même des taux de 21%. Carrément tout en dessous pour le brevet. Donc, c'est le niveau intermédiaire entre, en tout cas dans le pré-universitaire, c'est le niveau intermédiaire entre le primaire et le lycée. Donc le BEPC, les enfants viennent le plus souvent, ils ont 16 ans, ils ont 17 ans, ils ont 18 ans. Alors ils sont exposés à tout. Et ils ont du mal à prendre conscience. Mais l'enseignant qui vient en classe, qui n'a pas fait, qui n'a pas cette connaissance pédagogique pour savoir qu'il a affaire à un enfant dont la situation est sensible,
ça devient compliqué parce que les enfants maintenant, ils grandissent vite, on les voit à 16 ans, on pense qu'ils sont vieux, ils connaissent tout, mais ils sont exposés à ces moments-là, à toutes les tentations. C'est le moment d'ailleurs, c'est la période de rébellion. De rébellion, c'est la période de rébellion. Ils fument là, quand vous prenez, pour ceux qui étudient, qui font les travaux sur les statistiques de taux de tabagisme, c'est à ce niveau de 9e, 10e année qu'il y a le taux le plus élevé de tabagisme au niveau de nos enfants. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut, avant d'aller en classe, il faut penser à des formations pédagogiques pour vous permettre d'être apte à entretenir les enfants. Donc ce problème, il existe aujourd'hui parce que tout le monde vient dans l'enseignement sans être enseignant. Bien. Allez-y, mon cher Jacques Léo-Aleno, en espérant que Bano, en tout cas, parce que voilà, il vient du secteur, il faut le rappeler. Déjà, il a commencé par bien faire. Parce qu'avant, on avait des échecs et on n'avait aucune lisibilité. On dit, bon, ça ne va pas, on tape sur l'enfant ou on tape sur l'enseignant, alors qu'on n'était pas en train de questionner véritablement le système. Et je crois que ce qu'il vient de faire nous donne une idée de ce qui se passe. Il faut quand même préciser qu'il est arrivé en 2020, donc c'est un peu le travail de ses prédécesseurs qu'il a essayé de diagnostiquer là. C'est ce qu'on demande, n'est-ce pas, au ministre qui arrive. Évidemment, parce que vous ne pouvez pas trouver, vous venez vous installer sur les ordures et puis vous les cachez. Une fois que ça va sentir, on vous prend avec. Mais le fait qu'il ait relevé ça, c'est déjà un pas. Il ne doit pas se limiter là, il doit pouvoir corriger. Je ne sais pas, l'audit a été fait quand pour que dans la préparation des examens de cette année, toutes les recommandations qui devraient être liées au constat puissent, n'est-ce pas, être mises en œuvre pour qualifier, n'est-ce pas, les examens. Moi, je veux m'appesantir sur... L'audit vient d'être bouclé il y a quelques semaines. Oui, je veux m'appesantir sur deux choses, notamment les copies identiques à Cancan et la corrélation entre le taux de réussite et les centres d'examen. C'est vrai. Je veux aller au-delà du travail que comment on appelle ça, les techniciens de l'éducation ont fait. Peut-être qu'ils l'ont aussi relevé en termes d'explication. S'il y a souvent les notes identiques par centre ou dans un même centre, ça cache, n'est-ce pas, la corruption. Et cela est souvent très élevé lorsque vous êtes, par exemple, au niveau du baccalauréat, ceux qui font profil sciences mathématiques ou sciences expérimentales. Il suffit seulement qu'il y ait la possibilité soit de communication ou alors que le surveillant donne cette possibilité-là d'avoir pour les candidats le traité type. Vous n'avez aucune possibilité d'avoir des notes différenciées parce que les candidats auront à peu près les mêmes copies. Mais tout ce qui se passe avant l'audit qui a été fait était déjà su. Vous vous rappelez l'année dernière, lorsqu'il y a eu des résultats au bac, tout le monde a parlé de Sigiri. Je me rappelle, notre ami Mohamed Ali en avait parlé suffisamment ici avec ses chroniqueurs. Le cas de Sigiri était déjà connu. C'était inacceptable qu'on puisse avoir 92% de taux de réussite dans certains établissements au baccalauréat unique. Et à Haute-Guinée, il faut le rappeler. En Haute-Guinée, mais surtout Sigiri, parce que là-bas, les explications qu'on nous avait données, on dit, bon, les enfants, ils ne partent même pas à l'école. Pendant qu'il y a des cours, ils sont dans les carrières et ils obtiennent de l'argent. C'est avec cet argent qu'ils achètent finalement les examens. Ça, là, c'était déjà connu par l'ensemble de la population parce que c'était difficile à expliquer. Sigiri est quand même réputé pour abriter, n'est-ce pas, les jeunes de toutes les cultures et de tous les comportements. Il était souvent incompréhensible d'avoir, n'est-ce pas, ce genre de situation. Maintenant, pour le cas de la progression du privé dans la capitale, il me semble que c'est quand même un problème. Lorsque nous avons beaucoup d'élèves dans le privé, et ce qui est évoqué là, c'est qu'il y a un recul du public. En même temps, nous voyons des signaux de la part du gouvernement qui veut dire que le privé ne fait peut-être pas mieux et veut, n'est-ce pas, si vous voulez faire souffrir, n'est-ce pas, ces privés-là, ça devient un peu un problème. Aujourd'hui, tout le monde va là-bas parce que le privé, on paye de l'argent. Mais les Guinéens acceptent quand même de souffrir et envoyer davantage les enfants dans le privé. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est qu'il y a aussi le cas de
quelques redoublants ou de ceux qui ont triplé, n'est-ce pas, les classes, qui n'ont plus de possibilité d'être acceptés dans les écoles publiques, qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans le privé où il n'y a pas assez de contrôle. Je veux demander ce matin si M. Bano va avec son équipe au-delà de ce constat, comme je le disais tantôt, accentuer, n'est-ce pas, le contrôle au niveau du privé. Lorsqu'il y avait l'affaire de coronavirus, à un moment donné, je lui avais posé cette question. Il m'avait dit non, le privé s'organise. Je pense que le privé ne s'organise pas selon les étapes. Le privé relève du ministère de l'Éducation. Évidemment, non, donc je comprends. Le privé doit être pris au même niveau que les écoles publiques. Parce que si on laisse qu'il y ait de laisser aller dans les écoles privées, il va sans dire qu'avec les 68%, c'est presque la majorité de nos élèves qui sont ainsi abandonnés. Merci beaucoup, Jacques Liwa. Antoine Kourma, Tambal disait sur le BEPC, 70% de copies identiques, notamment du côté de Cancan. Oui, permettez pour commencer la mine que je dise ceci. Vas-y, mon grand. Depuis 2008 ou 2007, la Guinée, enfin, surtout le département de l'éducation, a enfin son ministre. Parce que, oui, l'éducation nationale guinéenne, ou l'éducation nationale tout court, a enfin son ministre. Parce que tous ceux qui ont précédé Bano, pour moi, sont venus pour... Culte de personnalité, pas mon cher du tout. Antoine, mais non, mais je suis désolé. Lamine, vous me connaissez, je suis pas... C'est ça, tu m'étonnes ce matin. Concentrons-nous sur l'enquête, mon cher Antoine. Lamine. Je m'en fous des gens. Vous savez, moi, lorsque c'est bon, mon cher je Antoine. dis que c'est bon. Oui. Quand c'est mauvais, allez-y. Je ne manque pas de le dire. Les grandes Dans ce gueules. cas-ci, c'est bon. Oui. Depuis 2008, la Guinée a enfin son ministre de l'Éducation. Les grandes gueules. On a eu un pharmacien entre 2011 et 2016 ou 2018. On a eu un syndicaliste Antoine. entre 2018 et 2019. Concentrons-nous sur l'essentiel, mon cher ami. Permettez que je plante C'est pas un débat décor. de personne, je suis désolé, mais allez-y. Lamine, allez-y. Je plante mon décor. Bien. Je ne Les parle pas de grandes gueules. personne, je parle de ministres. De ministres qui ont précédé Bano, qui sont passés là, on sait ce qui s'est passé. Le pharmacien, on a connu son bilan. Le syndicaliste, on a connu son bilan. Le chimiste, on a connu son bilan. Je comprends. On a un sociologue qui est venu à la tête du département. Oui. Qui vous a enseigné? Pas du tout. Les grandes gueules. Il a enseigné Tamba. Il a été il été mon vice-recteur. Bien. Je le reconnais. On comprend. Mais non, pas du tout, Lamine. Allez-y, Antoine. Quand c'est bon, Les grandes gueules. lorsqu'il a été nommé, j'étais de ceux-là qui disaient que c'est une compétence qui vient à la tête du département. Et il le prouve à travers ce rapport qui est fait, l'audit qui est fait sur la gestion du département depuis 2011. Quand on prend le contenu de ce rapport, il est clairement indiqué beaucoup de choses qui donnent à réfléchir sur comment le département a été géré depuis tout ce temps-là. On nous dit qu'il y a plus de 2000 enseignants en 2020 qui n'ont pas été utilisés pour surveiller les examens, d'où par conséquent, les primes qu'on aurait dû leur donner n'ont pas été utilisées. Mais où c'est parti? Tamba n'a pris que la somme de 100 000, la moyenne de 100 000. Et que 3 jours. Oui, que 3 jours. Alors que c'est 300 000 au minimum pour la plupart des enseignants. Vous comprenez? Donc faites la sommation de ces sommes-là et multipliez par 2000 et quelques sur les 5 jours. Ça fait des milliards de francs guinéens. Ça a été utilisé comment? On parle de copies identiques, vous le rappeliez tantôt par rapport au BPC, mais c'est connu de tous qu'il y a des écoles dans ce pays-là, des écoles privées surtout, où les fondateurs sont très ancrés au niveau de l'éducation, où il y a des relations qui font que quand l'examen approche, on fait des démarches pour que nos élèves soient ceux-là qui travaillent le plus aux examens nationaux. On sait tous que beaucoup font des affaires, font du copain-copain lorsqu'il y a examen. Beaucoup de fondateurs dans ce pays-là ne sont pas du système éducatif. Ils sont des hommes d'affaires qui parfois payent beaucoup d'argent pour que leur école soit première lorsqu'il y a examen. Je ne dis pas que toutes les écoles font cela, mais il y a beaucoup de fondateurs que je connais. Ah bon? Mais si, beaucoup de fondateurs que je connais. Qui par exemple? Non mais attendez. Je ne dirai pas ce matin à l'antenne. Si. On est sur les grandes gueules. Soit tu as une grande gueule, soit tu affirmes des choses dont tu n'as pas de preuves, Antoine. C'est pas grave. Non mais comment ça c'est pas grave? Il y a des fondateurs que je connais. Comment ça? Lamine, mais vas-y, l'école Antoine. est devenue un fonds de commerce, vous le savez. Beaucoup d'opérateurs économiques sont rentrés dans l'école, vous le savez. Il y a beaucoup qui ne sont pas du système éducatif. Quel fondateur, Antoine? Je parle des fondateurs qui créent les écoles. Beaucoup parmi eux ne sont pas issus du monde éducatif. Beaucoup parmi eux sont des opérateurs économiques qui créent leurs écoles pour se faire de l'argent. Et lorsqu'il y a beaucoup de taux d'admis dans les écoles, les parents, chaque année,
envoient leurs enfants là parce qu'on s'est dit que cette école-là est une bonne école. Pour cela, il faut mettre beaucoup de fonds pour que mon école soit la première à l'issue des examens nationaux. Je ne dis pas que toutes les écoles font cela, mais beaucoup d'écoles, beaucoup de fondateurs sont champions dans ce système, dans cette forme de corruption dans le système éducatif. J'en connais beaucoup. Et là, avec cette façon de faire du ministre Bano Bari, tu en connais beaucoup, mais tu n'en cites pas. Je prends l'exemple. Je prends un exemple tout court. C'est lui qui en connaît. Je prends un exemple tout court. Après l'audit qui a été fait au niveau de l'enseignement supérieur, lorsqu'on a arrêté d'envoyer les enfants au niveau de l'enseignement supérieur pour les orientations, beaucoup d'universités ont fermé. Bien. Le privé. Beaucoup d'universités privées ont fermé. La plupart d'entre elles sont devenues des écoles préuniversitaires. La plupart d'entre elles ont changé de statut pour devenir des écoles préuniversitaires parce qu'on ne pouvait plus continuer. Donc, à ce niveau, je me dis, Bano a été à la base de la fermeture de beaucoup d'écoles privées parce qu'il a fait un travail acharné, un travail en profondeur. Il est en train d'en faire autant pour l'école, pour l'enseignement préuniversitaire. Je l'encourage à continuer ainsi. Je lui tire le chapeau ce matin parce qu'il a fait un travail remarquable. Bano, carton vert. Bien. Antoine Kourouma, comme on l'aime d'ailleurs chez les GG. Dans la deuxième partie de l'émission, on posera la question entre autres à Dr Ousmane Kaba. Est-ce que c'est de lui il parle en parabole? Gros point d'interrogation. On revient à 10h. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux.